Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Franck, le 13 novembre 2015, vous étiez au concert de Eagle of Dead Metal et dans le livre À Porta Gaiola, vous revenez sur le procès qui s'est ouvert le 8 septembre 2021. Est-ce que ce livre est pour vous une thérapie ? Oui, c'était une thérapie, mais c'est une thérapie en fait qui a commencé avant de l'écrire. C'est quelques jours avant de me rendre à mon rendez-vous avec la justice, étant donné que j'étais partie civile, j'avais l'occasion d'aller témoigner. Je cherchais un petit peu désespérément comment vaincre mon angoisse, ma peur de replonger dans les événements. Ayant longtemps cherché un bon sujet pour écrire un livre, après une vingtaine d'essais infructueux, je me suis rendu compte que y aller avec l'idée d'écrire un livre, ça serait un petit peu comme un tampon, comme un filtre. Comme si je me baladais avec une petite caméra, mais que je ne voyais pas vraiment les images, que je ne vivais pas vraiment la chose. Donc je me suis dit que j'allais un peu enregistrer tout ce que j'allais voir, et qu'ensuite derrière, je raconterais ça sous une forme autobiographique. Donc oui, ça a été une thérapie, mais qui a démarré tout de suite. Parce que comme je me suis mis dans un processus de travail, en y allant, ça m'a accompagné, ça m'a rendu les choses un peu moins difficiles, que ce soit la veille de mon intervention ou le jour même où j'ai déposé, quoi. Que signifie À Porta Gaiola ? Pourquoi avoir choisi ce titre ? Alors, À Porta Gaiola, en fait, c'est un terme de tauromachie. J'ai par le côté paternel des origines du sud, de la Camargue, où là-bas, la tauromachie, sous toutes ses formes, pas seulement la corrida, existe. C'est très très présent. Et j'ai un peu grandi là-dedans en étant gamin. Et j'apprécie toujours un petit peu ce folklore autour du taureau. Et en fait, le toréador, quand il rentre dans l'arène, il peut soit être acclamé par tout le monde et attendre le taureau en lui laissant quasiment aucune chance au milieu de l'arène, ou alors effectuer À Porta Gaiola. Donc À Porta Gaiola, ça veut dire la porte de la cage. Donc le toréador, un petit peu comme pour une séance de tir au but, se met à peu près à une dizaine de mètres du toril, donc de la porte. Il a les deux genoux au sol, et il doit faire une passe, et là le taureau surgit. Et il doit faire une passe avec la cape. Et c'est faire face à la bête. Et aller au procès, c'est affronter cette bête médiatique, cette bête judiciaire, cette bête qu'est le souvenir, cette bête qu'est le trauma. C'est voir les terroristes. Et ça fait très très peur. Et j'ai eu l'impression d'être un petit peu comme dans la peau du toréador quand il choisit de faire À Porta Gaiola. Voilà ce que ça veut dire. Merci pour cette explication. 9 mois de procès, des centaines d'avocats, des milliers de parties civiles. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre sur le procès ? Je vous l'ai expliqué. C'était pour moi un filtre, m'est posé la question. C'était oui, pour on moi, en revient de voilà, ce fait. Oui, tout à fait. C'était pour moi une façon d'affronter la chose et de me canaliser. De me canaliser au niveau émotionnel pendant le procès. Est-ce que vous avez pu vous préparer au procès ? Oui, on s'y prépare énormément. On écrit un peu ce qu'on va dire, on réfléchit. J'ai eu 2-3 entretiens avec mon conseil, mon avocate, afin de préparer ça. Et puis, les parties civiles, on avait accès à une web radio. Il n'y a que nous qui avions accès à ça. C'était très très restreint. Et donc on pouvait écouter tous les jours le déroulé du procès. Donc on savait à peu près comment ça se déroulait. Moi j'essayais de pas trop lire la presse, mais étant membre d'une association de rescapés, de survivants, Life for Paris,
automatiquement, tous les jours, nous, un peu sur les réseaux, on communiquait entre nous sur le groupe privé, on communiquait sur nos impressions. Donc, quelque part, c'est une préparation. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne préparation. On peut mal se préparer. C'est vrai qu'en écoutant trop les témoignages des policiers, des médecins légistes, des autres victimes, des familles de victimes, ça vous plombe plus qu'autre chose. Mais ça permet de prendre la mesure de la gravité de la chose et de quelle sauce vous allez être mangé, quoi. Et comment s'est passé votre témoignage face aux accusés? Comment ça s'est passé? Déjà, ça a failli pas se passer. Parce que de la veille, il y avait quelqu'un qui parlait pendant plus de 2 heures. Bon, la parole du témoin est sacrée, c'est ce que je dis dans le livre. Donc voilà, mais du coup, il y avait 4 personnes qui n'avaient pas pu passer derrière. Donc 2 personnes qui étaient reportées au calendrier grec et 2 autres personnes qui passaient le jour où je devais passer moi. Donc je devais déjà passer en fin de journée, donc 2 personnes en plus. Et puis tout le monde prend son temps. Donc moi, quand je suis passé, j'étais un peu fébrile. Je voulais pas être la personne qui allait causer une déception à un autre. Je pensais aux 4 personnes qui n'avaient pas pu témoigner la veille, qui s'étaient préparées depuis plusieurs jours, qui avaient coché ce jour-là sur un calendrier, et qui, par, je pense, un peu l'égoïsme de certains, n'ont pas pu le faire. Donc, alors qu'elles sont dans un état d'esprit où elles vont les témoigner et y revenir plus tard. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Donc, j'ai fait bref. J'ai fait succinct. J'ai expliqué que j'étais juste un mec normal du Nord, quoi. Qui s'était retrouvé dans Paris, une ville qu'il ne connaît pas. Dans quelque chose qu'il ne comprenait pas, dans une violence qu'il ne comprenait pas, et que c'était très très compliqué à vivre parce que ma vie entière a été bouleversée. Et j'expliquais ce que j'ai fait de l'après, surtout. Et qu'ensuite, je m'étais mis dans l'associatif, je m'étais mis dans l'organisation de concerts, et que pour combattre cette idée mortifère, finalement, je trouvais que porter des enceintes, c'était une très très bonne thérapie. Monter des scènes, aider à organiser des festivals, c'était une très très bonne thérapie. Et je leur expliquais aussi le parcours d'avoir fait un album qui parlait de ça, d'avoir été enregistré avec une chorale de rescapés dans la fosse du Bataclan. Et voilà ce que j'ai raconté. Et puis après, j'ai récité le texte d'une chanson de Stéphane Escher, écrite par Philippe Gillan, comme tous les textes en français de Stéphane Escher, qui s'appelle Confetti, et qui dit « Je te la laisse, ta place au paradis », étant donné que ces gens-là ont leur place au paradis, apparemment, faisant des confettis. Et puis bon, avec 2-3 jolis mots un peu bien piqués. Voilà comment ça s'est passé. Alors la chose, moi, que j'ai pas remarqué, c'est que quand je suis arrivé avec mon perfecto et mes Santiago et mon chapeau, l'accusé star du procès s'est moqué de moi. D'accord. Oui, non, mais ces gens-là n'ont peur de rien. Non, de rien, s'est moqué de moi en parlant à un de ses camarades mortifères. S'est moqué de moi. Et je l'ai su le lendemain par les chroniques de Charlie Hebdo. Et il y avait le dessinateur Prost qui m'avait croqué et qui a mis des commentaires sur son dessin. Il disait voilà, Salah Islam se moque, rigole bien du look de Franck quand il arrive. Puis il avait remarqué en dessous, porter des enceintes, c'est une bonne thérapie. Et l'anecdote qu'on a été enregistrée, j'ai trouvé ça super comme analyse, quoi. Entre un gars qui, comme disait un de ses anciens avocats, a l'intelligence d'un cendrier vide, et une victime comme tant d'autres, un rescapé comme tant d'autres, qui essaye de faire des choses malgré tout et de se relever.
Voilà comment ça s'est passé. Est-ce que dans votre livre, vous avez eu la sensation d'avoir écrit tout ce que vous aviez à dire? Ou est-ce que vous avez choisi ce que vous vouliez Je me suis écrire? censuré. Vous faites partie d'un groupe, on peut le Oui. dire, Captain Boogie, un groupe C'est ça. de musique, de musiciens. Vous vous mettez en scène. Est-ce que pendant ce procès, vous avez eu la sensation de vous mettre en scène? Mais totalement. Mais de toute façon, c'était un immense spectacle médiatique et judiciaire. On s'en souvient tous, hein, malheureusement. C'était... à un moment, je le dis bien dans le livre, je sentais que Franck pouvait plus aller plus loin. Une demi-heure avant d'aller témoigner, j'avais plus d'énergie. Donc j'ai laissé le capitaine, on me surnomme capitaine très souvent, j'ai laissé le capitaine, ce personnage que j'ai inventé, qui est fort en gueule, que je joue sur scène, je l'ai laissé prendre la suite, quoi. Ne serait-ce que pour m'aider à me tenir sur mes jambes jusqu'à arriver à la barre. Est-ce que vous avez réussi à aller à d'autres concerts par la suite? Ben, bien sûr. Avec l'aide de Capesco, avec l'aide de la mairie de Vieux-Condé, le 8 janvier 2016, on a organisé le festival Terre tous debout. Et l'idée m'est venue le dimanche 15 novembre 2015, au matin, d'organiser ça. J'ai joué, moi, avec Captain Boogie à Dunkerque, 15 jours plus tard. Vous vous êtes remis en scène et puis essayé d'évacuer. Alors j'ai essayé, mais très long. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais tellement changé que ce personnage de Captain Boogie, je me voyais, moi, jouer le rôle. J'avais l'impression de planer au-dessus de moi. J'étais plus... mais ça, il fallait un temps, un petit peu, pour se remettre d'aplomb. Comment vous vous êtes senti après le procès? Est-ce que vous avez ressenti un soulagement? Oui, j'ai ressenti un soulagement parce que c'était une épreuve, le procès. Maintenant, le 13 novembre, vous savez, c'est le trauma, le trouble post-traumatique, c'est les poupées russes, c'est les matrioshkas. Alors la première, c'est la soirée. On se dit, c'est bon, la soirée elle est passée, je suis rentré chez moi, tout va bien. Puis au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, on se rend compte que non, ça va pas. Donc, on ouvre la première matrioshka. Et là, on rentre vraiment dans le PTSD, dans le trouble post-traumatique. Et à chaque fois, on franchit des petites étapes, des petites étapes, des petites étapes, des petites étapes, des petites étapes. Et je savais pertinemment, après mon témoignage, oui, quand je suis sorti de la salle, il y avait des bancs, je me suis allongé, il paraît que j'ai dormi. Pendant 5 secondes, je dormais en fait. J'étais vidé. Vous étiez vidé. Ce soir-là, oui, j'ai un peu fait la fête, mais pas une fête gaie. C'était, oui, on était content de l'avoir fait, mais c'était pas si gai que ça. Même si c'est un salaud, de dire ce qu'on pense de lui, c'est jamais gai, c'est jamais une victoire. Et je savais pertinemment qu'il y aurait d'autres choses derrière. Et il y a eu d'autres choses derrière. On va en parce parler. que ça vous suit tout le temps. Est-ce que vous vous considérez comme un survivant? Je suis un survivant en 2 mots. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Wow, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je suis très heureux aujourd'hui. Le procès s'est déroulé à huis clos. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il sera... Oui, dans 50 ans. D'accord. Dans 50 ans, les archives seront déclassées. Ouais. Franck, on a évoqué le procès relatif aux attentats du 13 novembre. Moi, je souhaite qu'on parle de choses un peu plus gaies. Ah bah, parce écoute, qu'aujourd'hui, avec vous avez des projets. Alors, j'en ai tout. Voilà, alors quels sont vos projets? Alors, côté musique, vous faites partie d'associations, vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, bah là, ça s'entend peut-être un petit peu à ma voix cassée. Je fais partie de 2 assos qui organisent donc 2 festivals, dont un qui vient de se finir, donc c'est le célèbre et renommé Eno Belle Bretelle à Ernie.
C'est connu. C'est plutôt connu, voilà. Donc là, j'en sors. J'ai le bonheur d'être à l'arrière-scène et de coordonner ça. Au niveau de l'installation des artistes sur le plateau et du timing du festival. Et j'ai aussi le grand plaisir depuis 2016 de faire partie de l'organisation des Agités du Mélange à Fresnes-sur-Escaut, là, qui vont se tenir 12 et 13 juin. Donc oui, donc là c'est la partie associative. Après bon, la partie artistique pour l'instant est un petit peu en pause. Parce qu'il y a d'autres projets qui prennent du temps, il y a le privé, il y a le... Mais il y a un nouveau roman, Et il y a un peu plus gai. Alors oui, il y a un nouveau livre. Les petits péchés du bonheur. Voilà, Dans la bulle du Praz. du Prat. Du Prat, oh pardon, Voilà. dans la bulle du Prat. Premier volume Voilà. d'une série de personnages que l'on ignore parfois. Ah Est-ce oui, que oui. vous pouvez nous en dire un peu plus? Bah oui, je peux vous en dire un peu plus. Alors ce livre, en fait, il est arrivé, l'idée de faire ce livre est arrivée au moment où je finissais à Porta Gaiola. J'ai l'habitude, j'ai la chance d'aller tous les ans dans la petite station du Prat-de-Ly, au-dessus de Taninges, en Haute-Savoie. Et dans un petit appartement de famille où on est très bien. Et à force d'y aller, je vois tout le temps souvent les mêmes têtes. Et je fréquente un petit café qui s'appelle La Bulle. Et ce café est surtout un café de saisonniers, où on retrouve les commerçants, où on retrouve les moniteurs de ski, les pisteurs, les employés des remontées mécaniques. Et c'est une faune vraiment à part. En général, ils se parlent qu'entre eux. Mais à force de me voir, des fois les langues se délient. Et c'est facile. Et puis, j'ai toujours trouvé que les zingues, les comptoirs, c'est le confessionnal. C'est un confessionnal. Et ça crée des liens aussi. Et ça crée des liens, et puis, ou pas. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de se confier à quelqu'un, un inconnu, ou quelqu'un qu'on voit de temps en temps. C'est beaucoup plus facile. Et il y avait comme ça un saisonnier qui me raconte sa vie. Et je trouvais ça magnifique. L'optimisme qu'il avait. Moi, j'étais en train de terminer à Porta Gaiola. J'étais plein de toute cette lourdeur, de tous ces traumas. Et je me suis dit, mais ce serait tellement joli à raconter. Et je me suis dit, mais je pourrais peut-être faire d'autres portraits. Et ce qui m'intéressait, c'est que Julien, la personne dont je parle, je ne vais pas cacher son prénom. On le salue. Voilà, Julien disait, moi je me moque qu'on ne me regarde pas. Je me moque qu'on ne me voit pas. Alors qu'ils sont importants. Il dit, il donne un exemple, il disait, moi je suis là pour faire essayer les chaussures de ski aux enfants, le samedi matin quand ils arrivent. Alors ils pleurent, tout ça, voilà, ils sont tristes, ça fait mal, la chaussure elle serre. Il dit, et qu'est-ce que je suis heureux le vendredi soir quand il les ramène et que le tio il me montre l'ourson ou sa première étoile ou son piou-piou accroché sur sa veste de ski. Satisfaction. Satisfaction. Il fait, moi je demande pas plus. Je m'en moque d'être invisible. Moi, rien que ça, de voir que les gens ont le sourire à la fin, Donc, ça me suffit. Vous avez eu envie d'écrire quelque chose de plus gai, de plus terre-à-terre en fait. Après Oui. une épreuve d'un livre... Alors ça reste tout aussi sociologique en fait, mais à un moment, voilà, ça m'a permis de me laver un peu. Me laver un peu de toute cette tristesse et de ce trauma. Et là, de faire des portraits de ces gens qui nous permettent d'aller en vacances, qui font tout. Alors ils sont là aussi pour gagner de l'argent, mais qui font tout pour qu'on passe un bon moment. Quand on a la chance de partir en vacances, quoi. Je trouvais ça... J'avais envie, quoi. Et puis à force, moi, je me suis attaché à ces gens. Et je l'ai ramené cet hiver. On a fait une séance de dédicace. Tous les jours, quelqu'un venait en prendre un. Et on en rigolait avec ma fille, c'est que c'est toujours embêtant quand on va à Valenciennes, parce que avec tout ce que je fais, elle me dit à chaque fois, mais c'est pas possible, tu connais tout le monde. Et en général, quand on est au ski, à part 2-3 personnes qu'on connaît au fur et à mesure, là, aux remontées mécaniques, c'était pareil, quoi.
C'était marrant, bon, je me suis dit, zut, quoi, je suis en vacances. Bon, je veux pas faire master, on a l'impression que je fais master en disant ça. Mais c'était rigolo. Mais ça fait plaisir parce qu'en fait, il y a eu un engouement. Et il y avait aussi les vacanciers qui aimaient bien, parce qu'ils retrouvent un petit peu. Et oui, ils s'y retrouvent en fait. Oui, ils retrouvent, et ils vont repartir avec à la maison. Et voilà. Et ce midi, j'en parlais avec un ami qui l'a lu là ce week-end, et qui me disait, ah bah du coup, j'ai été regarder des photos sur Internet du Pradli. Oui, il y a pu s'imaginer. Voilà, parce qu'il voulait voir où ça se passait. Bien sûr. Bon, du coup, il y a plein de gens qui m'ont raconté plein d'histoires. Donc je suppose que pour la Bulle du Prat, à mon avis, pour l'année prochaine, je vais devoir aller là-bas avec un volume 2. Mais en attendant, il y aura d'autres choses qui vont sortir. Parce que normalement, il y aura un Petit Péché du Bonheur, volume 2 et volume 3. Eh bien, voilà, où je vais parler on peut le retrouver où? Amazon. Amazon, d'accord. Amazon. Donc, les petits péchés du bonheur dans la Bulle du Prat, Franck Coste. Voilà. Franck, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Oui, c'est de surveiller un peu les réseaux. Je vais essayer de faire une page un peu qui va se distinguer de mon activité musicale, mais plus parler de mon activité littéraire, comme ça je pourrais tenir un peu les gens au courant. Ou peut-être le faire sous la forme d'un blog où de temps en temps je posterai quelques textes. Mais normalement doit arriver donc un volume consacré à d'autres invisibles, que sont les bénévoles des festivals, et les bénévoles en tout genre en général, et les intermittents du spectacle, parce que aussi ces gens-là, on ne les voit pas. Et ils font un grand travail. Bon, enfin, ils font un grand travail, que ce soit les intermittents et les bénévoles, sans qui rien n'est possible. Et j'aimerais bien, pour les Journées du patrimoine, sortir l'autre volume, qui lui parle des bars PMU du coin. Moi, j'adore les bars PMU. Les petits bistrots, j'aime bien. Et c'est convivial. Mais c'est pas seulement, c'est que des fois, on a une très mauvaise image des bars PMU, un peu beauf. Mais on entend des fois des choses magnifiques. En faisant l'effort d'y arriver à 7h du matin, de prendre un café avec des habitués. On entend des choses superbes, on entend des gens, des tranches de vie, on découvre des tranches de vie assez incroyables. Et les portraits aussi de ces gens qui tiennent ces bistrots depuis 15-20 ans, qui sont là, qui s'accrochent à la barre du comptoir, quoi. Et qui, quelque part, aiment leurs clients. Et on ne les voit pas, ces gens-là, non plus. On a une pensée pour tous les gens dont vous venez de citer, j'ai envie de dire. Mais oui. Et moi, c'est ces gens-là que j'aime bien. Donc, les réseaux sociaux sur... Captain Boogie, pour l'instant. D'accord. Captain Boogie, pour l'instant. Et puis, je pense qu'il y aura... Je ferai relayer quand il faudra. Voilà. Il y aura certainement une page qui s'appellera peut-être Les Petits Péchés du Bonheur, je ne sais pas, je vais voir. Ça pourrait être pas mal, mais qui parlera justement de tout ça. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous. Pour votre témoignage. Merci. Et bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup. On marque une pause. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.